19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 14 février 2024. Le 28 janvier 2024, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Sur le plan économique, quelles sont les conséquences de ces retraits? Une de nos équipes a échangé avec Ibra Abdou, il est économiste de son État. Les conséquences ne peuvent être que positives pour les pays de l'AES. Et ça ne peut être que négatif pour les pays restants dans la CEDEAO. Je m'explique. La CEDEAO, c'est un ensemble d'États, n'est-ce pas, qui sont dans un processus d'intégration par la production, mais également d'intégration par le marché. C'est de ça qu'il s'agit. Les autres aspects politiques sont apparus beaucoup plus tard. Et c'est l'apparition de la prise en compte des questions politiques au sein de la CEDEAO qui a amené la CEDEAO justement à ignorer ce pourquoi elle a été réellement mise en place, à savoir, faire croître les richesses dans la zone d'une part, faire circuler ces richesses dans cette zone d'une part, et bref, intégrer les peuples de ces espaces. Or, toutes ces questions ont apparemment été mises de côté, en faveur des questions politiques qui, elles, de notre point de vue, doivent relever des différents États constitutifs de la CEDEAO. Nous pensons que les questions politiques sont des questions qui intéressent un territoire et son peuple. Point. Alors, maintenant, du point de vue économique, ce que vous voyez, quand vous prenez les architectures économiques des pays de la CEDEAO, dans lesquels il y avait à l'époque le Niger, le Mali et le Burkina, du point de vue tangible, du point de vue concret, les pays qui ont des choses à produire, de la richesse à créer, sont en fait à l'intérieur des pays de l'actuel AES. Parce que quand on revient sur le potentiel de richesse de l'AES aujourd'hui, c'est un potentiel de richesse qui n'a rien à envier à un des pays les plus riches de l'Afrique, qui est la RCD. Alors, en termes de ressources? Oui, en termes de ressources. Donc, alors vous comprenez bien que tout d'un coup, quand ces trois pays qui ont ces capacités quittent un espace, c'est que le potentiel de croissance dans les pays restants va nécessairement se réduire. De deux, le fait que les pays de l'AES quittent la CEDEAO, ça restreint le marché de la CEDEAO. Parce que vous avez tout d'un coup, en principe, 72 millions de personnes qui sont soustraites du marché ouvert qui était à la CEDEAO. C'est pas négligeable. Déjeuner débat sur les défis de la gestion des entités publiques, concilier les objectifs politiques et la rentabilité économique a eu lieu ce matin à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. Celle-ci serait l'œuvre du cabinet Management for Enterprise Consulting en vue de susciter une prise de conscience autour de l'entreprise, de sa gouvernance et de ses attentes. Hamza Sakou et Chebou Gisso. Renforcer davantage l'amélioration de la gouvernance des entités publiques au Niger et entre autres buts assignés à cette rencontre. Il s'agit d'une conférence débat à travers laquelle d'éminents experts en finance évoquent les défis de la gestion des entités publiques et parapubliques au Niger sur l'initiative du Management for Enterprise Consult afin de prendre en main la relance économique du pays. Depuis bientôt un an, notre pays traverse des moments particuliers qui augure de profondes mutations. Cette situation n'est pas particulière
mais elle est exigeante, car elle induit des ruptures qui sont autant de défis posés que d'opportunités à saisir. À ce tournant de notre histoire, chaque action doit pouvoir s'intégrer dans une démarche globale, positive et inclusive. Mon intime conviction ce matin face à cette nouvelle page qui s'ouvre se résume en 2 mots. Croire et agir. Croire, c'est avoir la foi et une vision. Mais si croire peut être métaphysique, agir suppose sortir de l'incantation et passer à l'action. Agir, c'est oser décider, prendre des risques et produire des résultats. Le problème ainsi posé appelle à une solution à la fois simple et à portée, c'est l'entreprise. Il faut s'en convaincre. Seule l'entreprise est capable d'apporter à notre pays à la fois croissance et richesse, emploi et fierté pour nos concitoyens, pouvoir d'achat, bien-être et épanouissement pour vos collaborateurs. Recentrons effectivement et durablement l'entreprise au cœur de toutes nos politiques publiques et cessons de faire de l'entreprise publique une variable d'ajustement pour en faire un outil porteur de l'émergence économique du Niger. L'occasion a été pour le représentant de la Direction générale des entreprises publiques et du portefeuille de l'État pour souligner la place qu'occupent les entreprises et les établissements publics dans l'économie nigérienne. Les entreprises et établissements publics occupent une place singulière dans les orientations stratégiques du gouvernement, vu leur contribution dans l'économie, mais aussi leur mission d'outil de défense de l'intérêt général, de protection des citoyens et de justice sociale. C'est dans ce cadre que les ordonnances numéro 86-001 et numéro 86-002 du 10 janvier 1986, respectivement portant au régime général des établissements publics, sociétés d'État et sociétés d'économie mixte, et déterminant leur tutelle et leur contrôle, ont été institués en vue de créer des entreprises et établissements publics. Ainsi, après plus de 34 ans d'application, ces textes font désormais partie du passé. À l'instar des autres pays africains et avec l'évolution des besoins d'intérêt général, d'autres catégories d'établissements peuvent être créées en République du Niger. C'est dans ce sens que la loi numéro 2020 du 3 juin 2020 fixant les règles de création des catégories des établissements publics ayant pour mission de fixer les règles concernant la création des catégories des établissements publics a été adoptée. A noter que l'intérêt que suscite la problématique des défis de la gestion des entités publiques au Niger n'a pas laissé indifférents les participants issus des entreprises, institutions et organismes. Le bureau exécutif national du syndicat national des agents des sociétés de transfert d'argent du Niger, SINASTRA, était ce matin en conclave au siège de la CNT. À l'issue de cette réunion, une déclaration a été rendue publique. Elle nous est lue par le secrétaire général du syndicat, Abdullah Karim Nassirou Jibo. C'est avec une grande tristesse que le Ben Sinastra Niger a appris l'assassinat lâche ici à Niamey du camarade Mokhtar Illo Magaji par des bandits armés alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Le Ben Sinastra présente ses condoléances les plus émues à la famille du défunt et prie pour le repos de son âme. Le Ben Sinastra rappelle à l'opinion que cet assassinat n'est pas le premier cas d'agression sur les agents des sociétés de transfert d'argent du Niger. Le Sinastra Niger informe une fois de plus que la plupart des agents de transfert d'argent du Niger travaillent 56 heures par semaine alors que l'horaire normal de travail est de 40 heures par semaine. En plus, ils sont sans contrat en bonne uniforme, sans livret de caisse, sans assurance maladie, sans aucun jour de repos par semaine. Et le tout pour un salaire de misère. Ainsi, le Ben Sinastra Niger prend en témoin le peuple nigérien, le CNSP, le gouvernement du Niger, du malheur de ces jeunes Nigériens exploités par ces sociétés de transfert d'argent du Niger. Sur le plan national, le Sinastra Niger félicite le CNSP et le gouvernement du Niger pour leur patriotisme hors pair et les différentes décisions historiques prises, notamment le départ des militaires français, la création de la CODELF et du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie.
Le Sinastra Niger félicite le peuple nigérien pour sa résilience et l'immense patriotisme dont il a fait montre pour la reconquête de la souveraineté de notre cher pays, le Niger. Sur le plan international, le Sinastra Niger salue la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, et le départ sans délai des États membres de l'AES, de la CEDEAO, cette organisation qui s'est écartée de ses principes panafricains. Ainsi, le Ben Sinastra exige des sociétés de transfert d'argent la réhabilitation de tous les agents licenciés pour activité syndicale, la signature de contrats pour tous les agents, l'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale de tous les agents qui servent dans les sociétés de transfert d'argent, le respect des horaires de travail conformément à la réglementation en vigueur, la mise en place de systèmes de sécurisation des agents. Faute de quoi, le Ben Sinastra Niger se donnera les moyens de saisir les juridictions compétentes contre certaines sociétés de transfert d'argent du Niger pour abus de pouvoir et licenciement abusif des membres du syndicat. Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique juridique, elle porte sur les thèmes les fins de non-recevoir. Ce thème nous sera développé par Maître Suleiman Sedou, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. En réalité, ce qu'on appelle des moyens de forme qu'un plaideur, en tout cas, oppose à son contradicteur. Il s'agit de tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable à sa demande sans examen au fond. Dans le cas de la procédure judiciaire, il y a ce qu'on appelle les moyens de forme et les moyens de fond. Et une personne a un procès peut perdre le procès sans pour autant qu'on examine le fond même du dossier. Il peut perdre le procès juste en la forme, tout simplement parce qu'il y a une fin de non-recevoir qui a été soulevée. Et donc la fin de non-recevoir tend en réalité à faire débouter votre adversaire juste à la forme sans pour autant que le juge n'aille au fond même du dossier. Parmi les fins de non-recevoir, il y a par exemple cette question de défaut de qualité et de défaut d'intérêt. On a l'habitude de dire c'est l'intérêt qui permet à une personne d'agir. Pour pouvoir agir, vous devez également avoir la qualité pour agir. Lorsque vous êtes par exemple dans le cadre d'une société par exemple, la société a une personne qui la représente. C'est cette personne uniquement qui a qualité pour exercer une action en justice au nom et pour le compte de la société. Et donc si une autre personne, par exemple un employé de la société, décide d'exercer une action en justice au nom et pour le compte de la société, il va se poser bien entendu la question de la qualité de cette personne pour agir au nom et pour le compte de la société. Donc si une telle personne agit, vous pouvez soulever cette fin de non-recevoir qui consiste à demander au juge de constater que telle personne qui agit n'a pas la qualité pour agir. C'est juste à la forme. Le juge va apprécier cette fin de non-recevoir. Si elle est fondée, la personne sera déboutée sans qu'on examine même au fond qu'est-ce que la personne est venue chercher devant la juridiction. C'est pour cette raison que lorsque vous voulez intenter une action en justice, vous devez prendre le soin d'examiner ces deux aspects. Est-ce que vous avez qualité pour agir et est-ce que vous avez un intérêt dans le cadre de la procédure? Si vous n'avez pas la qualité pour agir, si vous n'avez pas d'intérêt pour agir, on peut vous opposer bien entendu cette fin de non-recevoir pour demander au juge de déclarer votre demande ou votre action irrecevable. Au-delà de ces deux éléments qui ont été prévus, il y a également des questions de prescription. Aujourd'hui, en matière de vente commerciale, entre deux commerçants, lorsque il y a une obligation qui découle bien entendu d'une vente commerciale, vous avez un délai de 2 ans pour réclamer votre dû.
Si les 2 ans sont expirés et que vous ne réclamez pas en matière de vente commerciale, lorsque vous partez devant la juridiction, on peut vous opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription parce que vous n'avez pas agi dans le délai que la loi vous a donné. Si vous n'agissez pas dans le délai de 2 mois, on constate qu'il y a tout simplement la prescription. Il s'agit d'une fin de non-recevoir. Vous voyez, dans le cadre de la prescription en matière de vente commerciale, le délai de prescription étant de 2 ans, même si la créance est fondée, même si ce que vous réclamez c'est fondé, si vous ne réclamez pas votre dû dans le délai de 2 ans, vous allez tout simplement à la forme perdre le procès. Parce que tout simplement, il y a une fin de non-recevoir qui a été soulevée et qui a trait à la prescription. Il y a également d'autres fins de non-recevoir qui ont été prévues par le Code. Il y a la chose jugée, il y a l'expiration du délai préfixe. Ce qu'il faut retenir, c'est que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, sauf bien entendu pour le juge de condamner à des dommages et intérêts tous ceux qui se sont en tout cas abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt. Donc, à tout moment de la procédure, vous pouvez soulever une fin de non-recevoir. Et s'agissant de la fin de non-recevoir, vous n'avez pas besoin de faire la démonstration d'un préjudice. Si vous dites que telle personne n'a pas la qualité ou qu'elle n'a pas intérêt ou qu'il y a prescription, on dit, puisqu'il s'agit des fins de non-recevoir, vous n'avez pas, en tout cas, on ne vous demande même pas de prouver le préjudice que vous avez subi. La fin de non-recevoir, on la reçoit, un point, c'est tout. Alors que dans le cadre des autres exceptions, par exemple des nullités et autres, pour qu'on puisse annuler un acte de procédure, par exemple, ou tout autre acte, il faudrait que vous fassiez la démonstration du préjudice que vous subissez du fait, bien entendu, des fausses mentions qui ont été, par exemple, énoncées dans un acte d'huissier, par exemple. Et donc, il s'agit, la fin de non-recevoir peut être relevée d'office, même par le juge, sans même que l'une des parties ne soulève cette fin de non-recevoir. Le juge peut d'office relever des fins de non-recevoir tirées notamment par exemple du défaut d'intérêt. Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être également soulevée d'office par le juge. Et donc, pour les plaideurs, pour ceux qui ont la perspective de faire des actions en justice ou ceux contre qui des actions en justice sont menées, il faut qu'ils vérifient en tout cas est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de soulever des fins de non-recevoir qui sont tirées bien entendu de cette question des défauts de qualité et des défauts d'intérêt. Lorsque il y a une fin de non-recevoir qui a été reçue, jugée bien fondée par exemple par le tribunal de grande instance, vous avez les voies de recours classiques que la loi a prévues. Vous pouvez faire appel. Donc, si c'est le tribunal de grande instance qui déclare votre action irrecevable parce qu'une fin de non-recevoir a été soulevée, vous avez la possibilité de contester la décision, comme nous l'avons rappelé la semaine dernière en ce qui concerne l'appel. Vous pouvez interjeter appel contre la décision devant une juridiction de niveau supérieur qui est la cour d'appel. La cour d'appel va se prononcer. La cour va prendre position en fonction des éléments que chacune des parties présente, en fonction de la règle de droit. La cour peut confirmer la décision du tribunal ou la cour peut annuler. L'un dans l'autre, la décision, l'arrêt qui est rendu par la cour d'appel, vous avez également la possibilité de faire ce qu'on appelle un pouvoir en cassation pour aller devant la cour de cassation qui, elle, va examiner en dernier ressort votre dossier. La décision que la cour rendra, en tout cas, va lier toutes les parties, sauf si la cour casse et annule l'arrêt qui a été rendu par la cour d'appel. Donc, le recours que la personne peut, en tout cas, exercer, c'est l'appel qui part devant la cour d'appel. Après l'appel, vous pouvez aller en cassation, devant la cour de cassation. En dehors de ça, vous n'avez plus, en tout cas, la possibilité d'exercer d'autres voies de recours, sauf, bien entendu, puisqu'il s'agit des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité ou du défaut d'intérêt, la matière, elle reste. Si la personne qui a intérêt ou qui a qualité, vous pouvez approcher la personne puisque c'est vous qui n'avez pas intérêt ou c'est vous qui n'avez pas qualité. Mais une autre personne peut avoir intérêt, peut avoir qualité. Vous pouvez approcher cette personne-là puisqu'elle a l'intérêt. La personne peut porter votre cause devant la juridiction.